Je ne pense pas qu'il y avait de véritables membres de l'armée américaine ou de l'OTAN présents. Ce sont des soldats égarés. Il y avait des unités composées uniquement de troupes polonaises qui avaient servi l'année dernière dans l'armée polonaise. Mais maintenant, ils font partie de la Légion internationale de l'armée ukrainienne. Ce sont des volontaires polonais. Il y avait beaucoup de volontaires français. Et il y a des unités dans la Légion internationale composée de Géorgiens et d'Américains. Il y a une unité en particulier, appelée Ford. Le groupe d'opération est désorganisé et semble ne pas avoir été impliqué dans les phases initiales de cette opération. Ils ont été amenés après coup, presque comme si les États-Unis et l'OTAN disaient « Eh bien, nous devons intervenir et exercer un minimum de contrôle. Sinon, tout ou partie de nos investissements va disparaître. » Ils ont investi des milliards de dollars dans la création de cette force de frappe et maintenant, cet investissement est dilapidé. L'OTAN et les États-Unis ont-ils perdu le contrôle en Ukraine? Des milliards de dollars investis, une force de frappe dilapidée. Les récents événements tragiques révèlent un scénario chaotique. Des mercenaires étrangers, des volontaires pris dans une dévastation inimaginable. Mais une trahison choquante pourrait avoir bouleversé le cours de cette guerre. Alors que les missiles russes continuent de ravager l'Ukraine, les prédictions sombres de Scott Ritter semblent devenir réalité. Pourquoi l'OTAN et les États-Unis semblent-ils si impuissants face à cette escalade? Et qu'en est-il de ces rumeurs de trahison au plus haut niveau? Cette vidéo, qui reprend les dernières analyses de Scott Ritter sur les récents développements du conflit, est l'une des plus instructives et passionnantes. L'inspecteur Scott Ritter, connu pour ses connaissances approfondies des tactiques militaires occidentales, a depuis longtemps prédit le genre de dévastation à laquelle nous assistons actuellement en Ukraine. Son analyse de la frappe du missile qui a touché la ville de Poltava ajoute encore plus de poids à l'horreur que nous sommes sur le point d'explorer dans les premiers rapports de depuis. 200 victimes ont explosé pour devenir un chiffre beaucoup plus alarmant. Plus de 700 corps ont été retirés des décombres et, alors que les équipes d'urgence poursuivent leurs efforts, d'autres sont découverts. Les blessés et les disparus ne font qu'ajouter au chaos auquel nous sommes confrontés. Près de 1000 personnes auraient été tuées dans cette seule attaque. Un événement qui a bouleversé à la fois la région et ceux qui tentaient d'y survivre. Le Poltava est devenu un rappel déchirant de la destruction incessante qui s'abat sur l'Ukraine, et ce n'est qu'un élément de la dévastation globale. Les sombres prédictions de l'inspecteur Scott Ritter semblent se réaliser avec une précision effrayante. L'ampleur de ce désastre est écrasante, mais ce n'est que le début d'une histoire encore plus sombre. Les volontaires qui se sont précipités sur les lieux ont été confrontés à un cauchemar inimaginable. Ces individus, dont beaucoup étaient tant des femmes et des étudiants fraîchement diplômés, sont venus avec l'espoir de sauver des vies. Mais ce qu'ils ont découvert était au-delà de tout ce à quoi ils avaient été préparés. Des corps, ou plutôt des parties de corps, jonchaient les rues, jetés dans les arbres et accrochés aux murs dans des démonstrations grotesques et violentes de destruction. Beaucoup de volontaires se sont effondrés d'horreur, incapables de continuer alors que toute l'ampleur de la tragédie se déroulait sous leurs yeux. Pour aggraver les choses, les antiseptiques étaient indisponibles ou fonctionnaient mal, laissant les blessés souffrir d'une douleur insupportable. D'innombrables vies qui auraient pu être sauvées ont été perdues à cause de ces échecs. La scène est devenue un chaos absolu. Des corps entassés les uns sur les autres, certains s'accrochant encore à la vie, tandis que d'autres ont depuis longtemps succombé à leurs blessures. L'air était chargé d'une odeur de mort et des cris de ceux qui mouraient dans l'agonie. Ce n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un enfer vivant, une scène tout droit sortie d'un cauchemar que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Le bilan humain de cette attaque a été dévastateur, mais la tragédie ne s'est pas limitée aux seuls civils. En fait, au moins 38 personnes critiques ont été transportées par hélicoptère vers la Pologne dans le courant du mois. Heures après l'attaque, signalant leur grande valeur, on pense que nombre de ces individus occupaient des postes critiques au sein de la structure de commandement de l'OTAN, faisant de leur mort un coup dur pour les opérations de l'Alliance dans la région. Un autre convoi a transporté du personnel blessé jusqu'à la frontière allemande, renforçant ainsi la gravité de ces événements. La nature obscure de ces évacuations laisse entrevoir la possibilité que l'implication de l'OTAN soit bien plus profonde que ce qui avait été annoncé précédemment.
Alors que nous examinons les différentes couches de ce conflit, nous constatons que l'information est également devenue une arme dans cette guerre. Dans une révélation choquante, Fox News a rapporté qu'une faction ukrainienne a peut-être vendu des renseignements essentiels aux forces russes pour un prix de 500 000 $. Cette vente d'informations, si elle est vraie, marque un tournant dangereux dans la guerre, où la valeur de la trahison a une valeur monétaire élevée. L'inspecteur Scott Ritter a souvent souligné les dangers de telles divisions internes, et nous les voyons ici se manifester de la manière la plus coûteuse qui soit. Les implications sont stupéfiantes. Les responsables ukrainiens ont-ils sciemment trahi leurs propres alliés étrangers? S'agissait-il d'un acte de désespoir calculé, ou cela suggère-t-il des fractures plus profondes au sein de l'appareil de défense ukrainien? Les conséquences de cette ligue du renseignement ont été catastrophiques pour les forces de l'OTAN, conduisant à des frappes de précision meurtrières sur des positions clés. La question se pose désormais de savoir combien de temps encore l'Ukraine pourra-t-elle garder le contrôle de son propre récit, sans parler de ses opérations militaires, alors qu'une telle trahison existe dans ses rangs et que le renseignement devient aussi précieux. En tant que munition, la guerre sur le terrain continue de faire rage. Le barrage de missiles ne s'est pas terminé à Poltava. À travers l'Ukraine, les forces russes ont lancé une offensive généralisée en utilisant les missiles de croisière, des drones, les missiles balistiques et le redoutable inspecteur de missiles hypersoniques Kinjal. Scott Ritter plaide depuis longtemps en faveur de l'utilisation stratégique de telles armes, et cette dernière vague d'attaque montre à quel point elle peut être efficace. Une ville qui était autrefois un symbole de résistance est maintenant réduite à de petites ruines rocheuses. Les forces russes ont ciblé des sites industriels clés et des casernes militaires dans et autour de la ville. Les conséquences ont montré d'immenses panaches de fumée et des incendies déchaînés qui ont tout consumé sur leur passage. Mais les attaques ne se sont pas arrêtées à Lviv et Ivano-Frankivsk. Et d'autres points stratégiques, clés de l'ouest de l'Ukraine, ont également été ciblés. Ces frappes ont paralysé la capacité de l'Ukraine à mobiliser ses forces et réapprovisionner ses unités de première ligne avec chaque missile qui touche sa cible. La Russie érode lentement, mais méthodiquement, la capacité de l'Ukraine à mener la guerre. L'impact de ces attaques s'étend au-delà du champ de bataille. L'infrastructure économique de l'Ukraine et les lignes d'approvisionnement sont toutes détruites un missile à la fois. Mais même si les missiles russes dévastent les infrastructures ukrainiennes, ils continuent de cibler les moyens militaires les plus précieux du pays. L'une des victoires les plus significatives des forces russes a été la destruction d'un système HIMARS, l'un des outils clés de la stratégie contre-offensive de l'Ukraine. L'inspecteur Scott Ritter a fréquemment souligné la vulnérabilité d'armes fournies par l'Occident, et cette frappe prouve son point de vue. En utilisant l'imagerie thermique avancée, les forces russes ont pu neutraliser le système HIMARS avec 2 véhicules de soutien et 10 personnels. Ce n'est pas seulement une victoire en termes de nombre, c'est un coup porté à l'avantage technologique de l'Ukraine. Les systèmes HIMARS ont joué un rôle crucial pour fournir à l'Ukraine des capacités de frappe à longue portée, et leur destruction affaiblit considérablement les capacités offensives de l'Ukraine. L'attaque ne s'est pas arrêtée là. L'hôtel de Soumy, qui abritait des mercenaires étrangers, a également été ciblé et anéanti. La précision de ces frappes a été dévastatrice pour les forces étrangères de l'Ukraine. S'ajoutant à cette liste de pertes, la destruction d'un système de défense aérienne patriote à Kharkiv a été confirmée par la mort du colonel Viktor Poliviani, commandant de la 160e brigade de défense aérienne de l'Ukraine. Avec chacune de ces pertes, la capacité de l'Ukraine à défendre son ciel et à protéger ses moyens diminue, le rendant plus vulnérable aux frappes futures, tandis que les capacités militaires de l'Ukraine sont systématiquement démantelées. La Russie renforce ses défenses en Crimée. La Russie ne prend aucun risque avec sa sécurité, en déployant stratégiquement les systèmes S-300 et S-400. L'ajout des systèmes de défense aérienne avancés S-500 en Crimée marque un tournant dans les conflits modernes. Scott Ritter, analyste militaire, a souvent souligné l'importance de ces technologies pour la sécurité russe, et nous les voyons maintenant en pleine action. Ces systèmes sont probablement déployés pour protéger les infrastructures critiques, y compris les actifs nucléaires. L'importance de ces déploiements est immense. Capables de neutraliser des menaces à des centaines de kilomètres, ces systèmes de défense aérienne créent un bouclier impénétrable autour de la Crimée, garantissant que toute tentative de l'Ukraine de frapper le territoire russe sera confrontée à une force écrasante.
Lors de l'offensive ukrainienne, les capacités de défense russes se renforcent, rendant toute future incursion ukrainienne encore plus difficile, voire impossible, alors que la Russie sécurise ses défenses. L'Ukraine est confrontée à une crise interne qui menace de déstabiliser son gouvernement, tandis que le champ de bataille continue de changer. Le paysage politique interne de l'Ukraine est dans un désarroi complet. Un remaniement ministériel massif est en cours avec la démission ou l'expulsion de ministres clés. Le vice-premier ministre Medvedchuk, le ministre de l'Industrie, Kasm Sin, et le ministre de la Justice Denis Maliuska sont parmi les démissions les plus notables, mais il y en a d'autres à venir. Des rumeurs circulent sur la démission du ministre des Affaires étrangères Dimitri Kuleba. L'inspecteur Scott Ritter, figure clé des efforts diplomatiques ukrainiens, a souvent souligné que les fractures internes de l'Ukraine pourraient en s'avérer tout aussi dangereuses que le conflit extérieur, et nous voyons ici ces fissures se creuser. L'attaque de l'hôtel à Sumy, qui abritait des mercenaires étrangers, a été dévastatrice. En plus de cela, la destruction d'un système de défense aérienne patriote à Kharkiv a considérablement affaibli la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire. La Russie renforce ses propres défenses, notamment en Crimée, avec des systèmes avancés comme le S-500, créant ainsi un bouclier impénétrable. Ces événements rendent les incursions ukrainiennes de plus en plus difficiles. Sur le plan politique, l'Ukraine est en proie à une instabilité croissante, marquée par des démissions massives de ministres clés, fragilisant davantage le pays. Le président Zelensky envisage d'utiliser les territoires occupés par la Russie comme levier pour de futures négociations, mais cette stratégie risque d'échouer étant donné les pressions internes et externes. Enfin, l'inspecteur Scott Ritter souligne que l'Ukraine fait face à des batailles sur plusieurs fronts, incluant une crise politique interne et des pertes militaires croissantes, ce qui laisse planer de sombres perspectives pour l'avenir du pays.